Welcome. Good morning and good afternoon and good evening. We are thrilled to have a Bonjour, bonsoir pour certains. Nous sommes très heureux d'avoir plus de 200 participants à cette session. Nous bénéficions de l'interprétation, donc n'hésitez pas à choisir la langue qui vous convient. Je vais faire quelques petits rappels logistiques et ensuite je donnerai la parole à Hélène Young qui va nous présenter la série de webinaires sur le cadre conceptuel pour lutter contre la malnutrition aiguë dans les zones arides africaines. Ensuite, elle passera la parole à notre animatrice Marie-Hélène qui mènera les discussions et nous réserverons 30 minutes de questions-réponses à la fin. Nous terminerons à l'heure. Si jamais vous ne connaissez pas la plateforme Zoom, je vais prendre quelques minutes pour vous donner quelques explications. Tout en bas de votre écran, vous voyez tous les outils dont vous allez avoir besoin. Vous pouvez cliquer sur l'onglet discussion pour poser des questions sur la plateforme, pour faire des remarques sur la plateforme. Vous pouvez utiliser l'onglet questions et réponses pour soumettre des questions aux orateurs ou à l'animatrice en français ou en anglais et quand vous le souhaitez. N'oubliez pas que parfois le son peut se détériorer et de façon inattendue et cela risque d'empêcher les interprètes d'interpréter la réunion. Ils l'indiqueront clairement et reprendront leur travail dès que la qualité du son le permettra. Nous espérons qu'à la fin de cette session, ce ne sera pas la fin de la discussion entre nous et nous avons encore quelques jours pour continuer à discuter entre nous sur les questions qui nous préoccupent et avec les orateurs. Je donne maintenant la parole à Hélène Young. Merci Greg. Dans cette série de webinaires, nous travaillons sur et nous collectons des retours sur le cadre révisé pour les causes profondes de la malnutrition aiguë spécifique aux zones arides africaines. Une étude de 2018 a montré que cette malnutrition aiguë et persistante et récurrente au Sahel et dans la Corne de l'Afrique. Et on voit très bien que elle se présente dans différentes régions. Une étude a montré que dans le Sahel et dans la Corne de l'Afrique, les crises étaient fréquentes et récurrentes, comme vous le voyez sur cette carte. On voit très bien les zones touchées. Ce sont fréquemment des zones arides qui se trouvent dans le Sahel et, comme je le disais, dans la Corne de l'Afrique. Et il y a un consensus pour dire que le cadre initial de causalité sur la malnutrition nous a été très utile puisqu'il a permis de décrire les causes profondes de la malnutrition aiguë et il a été largement adapté. Cependant, cela contraste avec le manque d'attention accordée aux causes plus systémiques de la malnutrition aiguë et le fait que l'on oublie de s'intéresser à ces causes systémiques explique probablement les taux de malnutrition très élevés et persistants dans ces régions. Et si nous voulons combattre la malnutrition et l'émaciation, il faut comprendre comment ces facteurs fonctionnent et comment ils interagissent. Le cadre révisé permet de conceptualiser ces raisons profondes et leurs interactions. Nous avons identifié l'environnement et les caractères saisonniers. Deuxième pilier, les systèmes et les institutions. Et troisièmement, les moyens d'existence. Aujourd'hui, donc, tout cela couvre toutes sortes de chocs comme les chocs climatiques, les conflits, mais aussi la pandémie actuelle. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les systèmes et les institutions. La semaine dernière, nous avons parlé de l'environnement et du caractère saisonnier, l'importance de comprendre la variabilité du climat dans les zones arides et la variabilité qui s'observe aussi sur des dizaines d'années et les changements climatiques qui causent des inondations. Par exemple, si vous avez
avez raté ce webinaire, vous pouvez regarder son enregistrement sur notre site Internet. Et la semaine prochaine, nous parlerons des moyens d'existence, de la vulnérabilité, la résilience et les chocs. La dernière discussion perspective, comment les causes profondes de la malnutrition persistante doivent façonner notre réaction, fera appel à des représentants des Nations Unies, de la FAO, de l'OMS, de l'UNICEF, et présentera le plan d'action mondial contre l'émaciation des enfants afin de souligner l'urgence qu'il y a à développer des méthodes nouvelles pour lutter contre la malnutrition aiguë persistante dans les zones arides africaines. Et ces méthodes dépendront bien sûr et seront déterminées par les nouvelles connaissances et notre nouvelle compréhension de ces causes profondes de la malnutrition. Dans ces séminaires techniques, nous allons partager avec vous et discuter avec vous des dernières études et qui remettent notamment en question la sagesse populaire, et nous allons parler de stratégie, de méthodologie, d'approche. Et à la fin de ces 4 événements, nous allons réviser le cadre conceptuel sur la base aussi de vos contributions. Ensuite, nous organiserons une table ronde à haut niveau avec des représentants des Nations Unies, où nous allons rechercher des engagements politiques fermes et solides pour soutenir une approche systémique de lutte contre les causes profondes de la malnutrition aiguë dans les zones arides africaines. Je suis maintenant ravie de donner la parole à Marie-Hélène, experte en résilience et moyens d'existence en Afrique de l'Ouest, et elle va présenter le sujet et présenter également les intervenants. Marie, vous avez la parole. Merci Hélène. Bonjour à tous. Dans ce webinaire, nous allons parler des institutions et des systèmes qui peuvent participer aux causes profondes de la malnutrition et de l'émaciation. La vulnérabilité est quelque chose qui est construit socialement, on l'accepte généralement, et les systèmes politiques jouent un rôle clé dans la prévention des catastrophes. Il y a d'ailleurs une campagne internationale, hashtag No Natural Disasters. En 1986, lorsque je suis arrivée au Mali, je me souviens d'un petit garçon qui venait juste de mourir. Il avait 2 ans, sa maman venait d'avoir un bébé et elle préférait allaiter son bébé, ou bien un jeune homme de 19 ans qui avait des difficultés d'apprentissage causées par la malnutrition aiguë dont il avait souffert après la mort de sa mère lorsqu'il était encore un nourrisson. Il faut étudier l'influence des systèmes politiques et des institutions pour comprendre comment ils peuvent jouer le rôle de tampon en cas de catastrophe. Aujourd'hui, nous allons entendre Suzanne Jaspers, associée de recherche au SOS, Université de Londres, département des études africaines, Luca Cole, professeur de pratique au Centre africain des études stratégiques et à l'Université nationale de défense, Sonia Auré, gestion and finally, by Nancy Aburto, autorité de gestion des sécheresses au Kenya, et Nancy Aburto, division de la nutrition et de l'agriculture, et à la FAO. Tous ces experts vont nous apporter leur expérience, mais je sais que tous les participants à ce séminaire ont aussi une solide expérience. N'hésitez donc pas à nous faire part de vos remarques dans l'onglet discussion. Et je vais maintenant donner la parole à Suzanne Jaspers. Merci Marie. Merci beaucoup tout d'abord aux organisateurs de m'avoir invité à ce panel où l'on va attirer l'attention sur les causes profondes de la malnutrition, qui est quelque chose que j'essaie de faire moi-même depuis très longtemps déjà. Et dans cette présentation assez rapide, je vais essayer de me concentrer sur 4 messages qui me semblent essentiels. Tout d'abord, comment les systèmes et les institutions se répercutent sur la distribution des ressources et donc sur la nutrition
malnutrition, comment les inégalités peuvent empirer en temps de crise. Troisièmement, comment le fait de se concentrer sur les causes les plus immédiates fait partie aussi du problème et aggrave les choses. Et quatrièmement, évidemment, les perspectives d'action. Lorsqu'on parle de la distribution des ressources, je trouve qu'il est intéressant de regarder le cadre de l'UNICEF de 1990. La discussion sur ce cadre a souligné comment les causes profondes de la malnutrition résultent en fait d'une distribution inégale des ressources dans la société. Ensuite, ce document parlait des facteurs socio-économiques qui affectent cela, qui affectent ce qui est produit, ce qui n'est pas produit et qui y a accès. Ensuite, on peut regarder les rôles des systèmes des institutions aujourd'hui, et c'est ce que j'ai fait ici. J'identifie dans le cadre des institutions sociales les relations employeurs-employés, les écoles, les services agricoles, les CBO. En ce qui concerne les institutions politiques, on a évidemment tout l'appareil d'État, mais aussi toutes les politiques d'imposition du revenu, l'arsenal législatif, l'armée et la sécurité. Et en ce qui concerne les institutions économiques, on a la distribution de la terre, par exemple, les prix aux producteurs, aux consommateurs, les marchés, etc. Ensuite, il est intéressant de regarder ce qui se passe en temps de crise. Ce qui se passe en temps de crise, c'est qu'en général, les pauvres ou ceux qui sont déjà marginalisés sont encore plus touchés. En général, ils sont exclus, ils n'ont pas accès aux institutions, ils ne sont pas représentés dans ces institutions. Et ce que cela signifie, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment de poids politique pour s'assurer un accès aux ressources, qu'on parle d'alimentation, qu'on parle d'aide, ou même de services judiciaires ou de terre. Et les institutions, en temps de crise, évidemment, elles ne changent pas, les familles peuvent par contre être touchées, les familles peuvent être séparées, ce qui augmente l'insécurité. Les institutions ne fonctionnent pas forcément très bien en temps de crise non plus et ne fournissent pas les services aux citoyens. Et dans beaucoup de pays, en temps de crise, les systèmes politiques sont dominés par des relations de clientélisme, des relations de pouvoir, un rapport de pouvoir inégal, le népotisme, etc., la violence. Et donc, il est très important de prendre cela en compte. Alors, maintenant, si on regarde l'économie alimentaire et son fonctionnement à l'exemple de la Somalie et du Soudan, dans ces pays, notamment au Soudan, ce sont toujours les mêmes groupes de population qui souffrent de malnutrition aiguë depuis des dizaines d'années, comme on le voit dans cette carte ici, avec les zones rouges et les zones oranges. On voit les zones, la périphérie au Soudan et la zone centrale en Somalie. Donc, c'est dans ces zones-là que les populations souffrent le plus souvent de malnutrition. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'inégalités. Le pouvoir et les ressources sont concentrés sont concentrés aux mains d'une élite qui a beaucoup plus de pouvoir sur tous les plans et qui s'arroge les pouvoirs financiers, l'aide alimentaire, etc. Et ces populations, dans ces zones défavorisées, sont exclues de la représentation dans les institutions politiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe depuis déjà de nombreuses années. Ce sont vraiment des données historiques sur les inégalités qui persistent. Il est important aussi de prendre en compte l'influence de la politique internationale.
dans ces crises. Par exemple, les sanctions, la gestion de la dette et la façon dont on octroie de l'aide à ces pays qui va affecter le fonctionnement des institutions, la redistribution de l'aide ou des subventions. Et dans ces pays, on doit aussi parler de l'islamisme. Dans les années 90, par exemple, au Soudan, l'idéologie islamiste aboutissait à nier la famine et à promouvoir l'autosuffisance, ce qui augmentait encore la famine. Et tout cela doit faire partie de l'analyse qu'on doit faire du système politique. En fait, ici, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment tous les processus politiques et économiques peuvent augmenter la vulnérabilité de certains groupes, par exemple par la manipulation des marchés ou le contrôle des voies des échanges commerciaux par certaines élites ou groupes de la population. Lorsqu'on prend l'aide alimentaire, par exemple, on se rend compte qu'elle est gérée dans une même dynamique, même bataille d'influence. Par exemple, on s'arroge l'aide alimentaire, ce qui donne plus de pouvoir. On va détourner, dans certains cas, de l'aide alimentaire pour la donner aux soldats ou à certains groupes. Ça va constituer une ressource en soi, en fait. Et dans ce cas-là, en général, évidemment, les groupes déjà marginalisés sont exclus de la redistribution et on a de nombreux exemples dans ces deux pays sur le fait que les bergers du Soudan ou d'autres groupes étaient fréquemment, ou les clans en Somalie étaient complètement exclus de cette redistribution. Donc, la gestion aussi du foncier et de la terre, c'est également quelque chose qui a une influence, qui achète et qui vend le bétail, par exemple. Il faut savoir reconnaître que certains bénéficient de la faillite des institutions quand d'autres en sortent encore plus marginalisés, ce qui va encore accroître les écarts et augmenter les conséquences des crises. Très brièvement maintenant, je voudrais dire quelques mots sur le fait que, comme nous mettons l'accent sur le traitement et sur les changements de comportement qu'il faut induire, peut contribuer en soi à causer de la malnutrition. Depuis 2008, on a recommencé à se concentrer sur les causes immédiates de la malnutrition avec à l'appui d'articles publiés dans le Lancet qui faisaient un inventaire des compléments alimentaires et des pratiques d'hygiène et des pratiques alimentaires. Donc, ce sont des aspects comportementaux. Et dans cette mouvance, on a commencé à mettre l'accent sur la communication adressée aux mères pour leur apprendre à gérer la malnutrition, comment adopter de meilleurs comportements d'hygiène, etc. Et en parlant avec des humanitaires au Soudan et en Somalie, je me suis rendu compte que c'est ce qui ressort de leur langage. On entend dire, par exemple, comme vous le voyez ici, les mères ne savent pas comment cuisiner telle ou telle chose. Alors, en zone de conflit, c'est encore plus exacerbé et encore plus fréquent d'entendre ce genre de choses. Comment est-ce que cela peut être pertinent dans l'analyse des systèmes et des institutions? Eh bien, en fait, on regarde ce que font les malnutris au lieu de regarder ce qui les empêche de se nourrir correctement dans l'accès aux institutions et aux ressources. Et dans des pays comme le Soudan et la Somalie, par exemple, c'est tout à fait pratique sur le plan politique de mettre le projecteur sur les individus au lieu de se demander à qui bénéficient ces déséquilibres et au lieu d'analyser les réelles causes profondes de la malnutrition. Et le danger, c'est qu'en fait, on oublie finalement de lutter contre les causes profondes de la malnutrition et en plus, on continue de cautionner des systèmes inégalitaires et des systèmes qui aboutissent à l'exclusion. Et donc,
ce qui se passe, c'est que cela exempte les gouvernements de cette responsabilité de protéger leurs citoyens alors qu'ils doivent le faire. Alors, les perspectives. Je pense que la première chose, c'est qu'il faut mettre en lumière les causes profondes, les causes premières, et je suis ravie de cette discussion à ce sujet. Il faut regarder à la fois les vulnérabilités, mais également le pouvoir. Comment faire? Eh bien, je pense qu'il faut de nouveau retourner aux méthodologies qualitatives en sus des méthodes quantitatives. Les approches basées sur la résolution de problèmes sont ici un bon outil. J'aime toujours faire des rappels historiques et je pense que ce qu'il y a d'important, c'est de regarder au-delà de ce qu'il se passe dans ces populations, au sein de ces populations, et avoir une réflexion plus générale qui permet un changement, une véritable révolution. Alors, dans ce contexte, il faut regarder les institutions qui ont accès, comment elles fonctionnent, qui bénéficient du non-fonctionnement de ces institutions. Et je pense que tout ça, ça doit être fait de façon conjointe entre experts de différents domaines. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer la parole à Lucas. Bonjour, merci beaucoup. Merci Greg et Hélène. Alors tout d'abord, je me réjouis de cette discussion concernant la révision de ce cadre. Nous savons à quel point il est utile, mais également complexe pour façonner une réponse à ce problème. Alors, je souhaiterais vous parler plus spécifiquement du cas de l'Afrique de l'Est et vous parler également de l'importance des institutions démocratiques et parler également des institutions informelles et de leur rôle dans la lutte contre la malnutrition dans les zones arides. Alors, l'Afrique orientale, je pense, c'est un bon exemple qui illustre bien le microcosme et l'écosystème des zones arides. Et je souhaitais montrer comment cette région exposée à de nombreux chocs, déplacement des populations, conflits, catastrophes naturelles, et donc on s'est concentré sur 3 ou 4 pays de l'Afrique orientale et nous avons regardé la dynamique du changement des modes d'existence avec notamment un accent sur l'accès au marché. Et le lien avec la vulnérabilité des populations et la malnutrition. Alors, ce que je souhaiterais indiquer ici, c'est que ce sont des régions qui souffrent de taux élevés de malnutrition et d'insécurité alimentaire. Mais notre conclusion finale, c'est que c'est également une région qui connaît une détérioration de la gouvernance et un manque de gouvernance. Alors, je souhaiterais raviver la discussion sur l'importance de la démocratie. Et ce que vous voyez clairement sur cette diapositive, c'est qu'il y a une détérioration de la démocratie en Afrique. Et dans le même temps, une véritable demande pour plus de démocratie et de responsabilisation.
Et tout cela illustre que c'est la complicité humaine qui contribue à la malnutrition. Et je considère, comme l'a dit Susanna, il y a un lien fort entre démocratie et famine, comme l'indique la théorie de Sen. Alors que l'on regarde le Yémen, le Nigeria, le Soudan, le Sud-Soudan, eh bien, on voit la même chose se passer. Lorsque la démocratie recule, la famine, elle, avance, comme l'a dit David Feeling en 2017. Alors, la deuxième question est de savoir pourquoi les institutions ont un rôle à jouer, ont un rôle clé. En fait, les institutions sont la manifestation de la démocratie. Et ce sont ces institutions qui établissent les règles sociales, qui structurent les interactions sociales, selon la définition de Hodgson. Alors, j'aimerais juste mentionner quelles sont ces institutions. Il y a les institutions familiales qui déterminent la filiation, la parenté. Ensuite, il y a des institutions politiques et gouvernementales qui détiennent le pouvoir légitime du pouvoir, l'utilisation légitime du pouvoir. Il y a les institutions économiques qui réglementent la distribution des biens et services, les institutions éducatives qui permettent de transmettre les connaissances d'une génération à l'autre et les institutions religieuses qui ont trait à notre relation au surnaturel. Alors, ce qui est très important, c'est le rôle du gouvernement dans la sécurité alimentaire. Les pays démocratiques qui ont un faible niveau de sécurité alimentaire et inversement. Et donc, lorsqu'il y a un pays qui a un niveau élevé de sécurité alimentaire, eh bien, ce sont souvent des pays où le gouvernement est élu par les citoyens et donc redevable et doit rendre des comptes aux citoyens, où le processus politique est transparent et où le gouvernement agit de façon efficace. Et je pense que ce sont vraiment la clé du rôle du gouvernement. Mais là, on parle uniquement des institutions formelles. Mais de nombreux pays dans les zones arides sont régis de façon aussi importante par des institutions traditionnelles et informelles. Et j'aimerais souligner que dans les zones arides, bien souvent, ce sont des zones reculées où donc le gouvernement central a peu d'influence. Et la place qui reste vacante eh bien, est prise par les institutions traditionnelles et informelles qui ont tendance à être non démocratiques et non redevables parce qu'elles ne sont pas sanctionnées par les élections. Mais néanmoins, des études récentes montrent que ces institutions ont leur propre système de redevabilité. Et comme vous le voyez dans les zones arides africaines, il y a également la question du filet de sécurité que offrent ces institutions informelles. Et donc, par exemple, il y a les tribunaux de la famine suite à la famine au Soudan, mais bien souvent, on a tendance à balayer du revers de la main ces institutions. Alors, quelles sont les applications pour la lutte contre la malnutrition aiguë? Il y a 4 points que j'aimerais soulever ici et je suis sûre que vous en ferez l'écho.
Il est absolument indispensable que les bonnes institutions soient mises en place, qui fonctionnent bien, investissent et mettent en place des réformes économiques. Mais si l'on garde toujours ces institutions formelles, eh bien, il faut absolument qu'il y ait des contre-pouvoirs à ces institutions gouvernementales. Et dans les pays où il y a un fort niveau de sécurité alimentaire, ce sont aussi des pays où de tels mécanismes de contre-pouvoir sont en place. Ensuite, il y a l'importance à ne pas sous-estimer des institutions traditionnelles et informelles et l'importance de développer un système de gouvernement local décentralisé. Merci beaucoup. Merci, Lucas. Alors, je souhaitais vous rappeler à tous que si vous avez des questions pour nos intervenants, n'hésitez pas à utiliser la fonction questions-réponses que vous trouverez dans la barre des tâches en bas de l'écran. Et je vais maintenant passer la parole à Auré. Merci beaucoup. Merci Hélène, merci Jasper et Lucas. Alors, nos intervenants précédents vous ont présenté une vision d'ensemble et je vais vous parler notamment de notre service, l'autorité de gestion des sécheresses nationales ici au Kenya, qui a été mise en place pour répondre aux défis de la sécheresse et de la famine dans les zones arides et semi-arides du pays, qui représentent 80% de la superficie totale et 60% du secteur agricole. Alors, mon angle sera plus étroit que les intervenants précédents, car je vais vous parler plus spécifiquement de l'exemple du Kenya. Alors, les communautés des zones arides et semi-arides au Kenya ont subi des chocs climatiques qui ont entraîné des pertes et des dommages récurrents. Donc, le coût de la sécheresse, par exemple, en 2011, s'est chiffré à plus de 120 millions de dollars américains. 900 millions de dollars américains. Et les communautés pastorales ont dû quitter leur pâturage et se sont retrouvés en ville dans une situation de pauvreté extrême. En effet, les activités pastorales sont extrêmement sensibles aux événements climatiques. Et le statut alimentaire, nutritionnel de ces communautés est lié directement à la production, à la productivité de l'activité pastorale et d'élevage, qui est très sensible à l'impact du climat. Alors ici, on a pris l'exemple du comté de Turkana et l'impact de la sécheresse sur l'état alimentaire des enfants. Et vous voyez la courbe en bleu pour les années de sécheresse et en orange les chiffres pour les années avec une pluviométrie suffisante. Et donc, le plus fort taux de malnutrition a été de 32% des enfants à l'occasion d'une année de sécheresse. Et c'est le chiffre le plus bas de malnutrition des enfants est de 11%. Cela veut dire que à tout moment, au moins 10% des enfants, quand bien même les conditions sont bonnes, souffrent de malnutrition.
Et en moyenne, pendant les périodes de sécheresse, ce chiffre s'élève à plus de 22, voire 25% des enfants donc mal nourris. Alors, le changement climatique a renforcé l'intensité, la fréquence des épisodes de sécheresse au Kenya. Et si l'on ne met pas en place les outils nécessaires pour répondre à ces défis systémiques à long terme, alors, en raison de la croissance démographique, on peut imaginer que ces chiffres vont augmenter plus encore. Mais au Kenya, nous investissons dans des mesures de renforcement de la résilience et on peut espérer que grâce à ces politiques d'orientation des investissements, on peut espérer réduire le pourcentage des enfants mal nourris à moins de 15%, à minima. Donc voilà, je voulais vous illustrer le lien entre les sécheresses et la malnutrition infantile. Nous avons des données historiques qui remontent jusqu'à l'année 2000, qui le prouvent. Alors, c'est un sujet qui a déjà été abordé par les intervenants précédents, les institutions formelles et informelles, le gouvernement, mais également les familles et les communautés, eh bien, ont tous un rôle à jouer, ainsi que la communauté internationale et sans oublier le marché et l'économie. Alors, la famille, c'est le niveau de prise de décision le plus proche du terrain et au sein de la famille, on décide des rôles et responsabilités de chacun. Et il faut garder à l'esprit que la malnutrition est également un phénomène qui varie selon que l'on parle des filles ou des garçons. Et donc, si l'on travaille au niveau de la famille, on peut lutter efficacement contre la malnutrition parce que, comme l'a dit l'un des intervenants, bon, il est vrai que l'on a tendance à individualiser le problème, mais l'éducation à la nutrition, à l'alimentation au sein de la famille est néanmoins un outil clé. Donc, il est important que ces sujets soient bien compris par les familles pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Ensuite, les institutions gouvernementales ont un rôle essentiel à jouer parce que ces institutions créent l'environnement législatif et politique dans lequel les familles, les individus et les groupes, les organisations de la société civile fonctionnent et prennent des décisions qui ont un impact sur l'alimentation et la nutrition. Au Kenya, par le passé, la sécurité alimentaire et nutritionnelle dépendait fortement de partenaires étrangers et des investissements. On dépendait fortement du programme alimentaire mondial, de la FAO et d'autres agences des Nations Unies. Mais en 2008, après la sécheresse de 2008-2011, il a été décidé
qu'il fallait mettre fin aux urgences créées par situation d'urgence créée par la sécheresse et donc il était important de mettre en place une institution qui serait responsable, une organisation qui serait responsable de la politique du gouvernement pour fournir des informations et conseiller le gouvernement et les autres acteurs dans leur réponse aux sécheresses. Et donc, c'est en 2011 que le Kenya a créé cette autorité de gestion des sécheresses nationales qui a pour mandat de fournir les informations en temps et en voulu et de fournir des conseils au gouvernement et d'être redevable au grand public et aux médias. Et nous devons également faire un rapport annuel au Parlement de nos activités. The issues of culture and norms are very important because culture. La question de la culture et des normes est également très importante parce que ça va déterminer les types de céréales qui seront cultivés, les types d'aliments qui seront consommés et même qui consomme quoi au sein d'une même famille. Par exemple, qui va consommer quelle partie de l'animal dans le cas de la viande. Donc, il y a certaines normes qui jouent un rôle important. Et nous essayons d'apporter notre influence à chaque fois que c'est possible. Et les organisations des Nations Unies, les organisations de la société civile et les organisations religieuses ou communautaires peuvent aussi contribuer à apporter des informations et peut-être à faire le lien entre les différentes régions. Par exemple, lorsque, par exemple, on a des sécheresses qui touchent l'ensemble de la Corne de l'Afrique, n'oublions pas que les populations pastorales et les bergers vont faire paître leur bétail un peu partout dans la région. Ça peut créer des conflits. Donc, il nous faut un cadre dans lequel on puisse gérer tout cela et dans lequel on puisse gérer l'approche écosystémique en prévenant les conflits qui pourraient découler de ces déplacements de population ou de bétail. Dernier point, les marchés et l'économie. Dans beaucoup d'articles et dans la littérature, il est communément admis que les communautés pastorales n'ont pas le même accès à l'économie et au marché et ne peuvent pas bénéficier de l'économie de marché comme les autres groupes de la population. Mais dans ces zones que nous connaissons bien, on se rend compte que malheureusement, le son de l'orateur est coupé. Les interprètes ne l'entendent plus. Auré, nous vous avons perdu. Nous avons perdu Auré, malheureusement. Alors, nous allons essayer de joindre à nouveau. Je vous le répète, vous pouvez poser vos questions en français et en anglais sous l'onglet « Questions ». Alors, je pense qu'il serait plus judicieux, même si j'en suis désolée, de donner la parole à notre dernière intervenante, Nancy. Merci infiniment, Mary. Merci à tous les organisateurs et tous les intervenants pour ce webinaire, pour celui-ci et pour toute la série
qui s'adresse à la lutte contre la malnutrition dans les zones arides en Afrique. Je dis bonjour à tout le monde, bon après-midi ou bonne soirée à certains. Alors, Hélène nous a présenté dès le début de ce séminaire quelques informations et je voudrais qu'on revienne à la situation mondiale, des faits qui montrent ce que fait la FAO et qui peuvent nous être utiles. Nous nous sommes tous engagés par le biais des ODD de réduire l'émaciation qui touche 50 millions d'enfants, c'est-à-dire à peu près 7,3% des enfants de moins de 5 ans. Et malgré l'augmentation des capacités, un enfant sur 3 qui est émacié reçoit le traitement adapté, malheureusement. Donc, nous sommes loin d'avoir à attaquer, nous être attaqués à ce problème à la hauteur de nos engagements. Et si l'on veut lutter efficacement contre la faim, l'émaciation et la malnutrition aiguë, il va falloir qu'on sache améliorer les services, améliorer et renforcer les systèmes de protection sociale et renforcer les systèmes alimentaires qui doivent devenir plus résilients et permettre un régime alimentaire équilibré pour tous. Alors, c'est quoi un régime alimentaire équilibré? C'est un régime alimentaire qui remplit tous nos besoins nutritionnels, c'est-à-dire plus ça va au-delà des calories, qui est donc disponible en quantité et en qualité suffisante et qui doit être disponible pour les hommes, les femmes et les enfants toute l'année. Nous savons et on dit souvent que le régime alimentaire dépend des comportements personnels, les comportements de consommateurs. Mais c'est vrai que nous tous, consommateurs, nous prenons des décisions sur quoi manger, à quel moment. Et pour les jeunes enfants, ce sont ceux qui s'occupent d'eux qui prennent ces décisions-là. On ne peut pas se contenter de dire aux gens alimentez-vous mieux ou alimentez mieux vos enfants. Hein, c'est ce qu'on vient de nous expliquer, bien sûr. Et si on se base à l'échelle du système alimentaire, la raison pour laquelle on ne peut pas faire cela, c'est parce que les choix personnels ne sont pas faits indépendamment du reste. Ils dépendent bien sûr de l'environnement, de tout ce qui est autour, de ce qui est disponible, de ce qui est accessible sur le plan économique et de ce qui fait envie également. On ne peut pas se contenter non plus de dire aux commerçants sur les marchés de mettre en vente des produits plus adaptés. Pourquoi? Eh bien, parce que l'offre alimentaire, elle dépend de l'ensemble de la chaîne alimentaire, la production, le stockage, la distribution, le traitement, la transformation et les écoulements. Et cela va dépendre d'un grand nombre de facteurs et va se répercuter sur la sécurité alimentaire et sur le caractère accessible financièrement des aliments. Tout cela constitue l'approche programmatique et systémique. Tout ce que l'on voit sur cette planche, c'est ce qu'on appelle le système alimentaire. Et donc, nous devons nous assurer, donc si l'on veut lutter efficacement et de façon permanente contre la malnutrition, il faut analyser le système, mais aussi coordonner les actions entre les secteurs et les acteurs pour que une grande diversité d'aliments soit produite, qu'ils soient distribués et mis sur le marché à un prix abordable et qu'ils soient préparés et consommés conformément aux besoins des individus au sein d'un ménage. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme un ballon plein d'eau où qu'on appuie sur le ballon, l'eau restera à l'intérieur et repoussera les autres et se relogera ailleurs dans le ballon, elle déformera le ballon.
Donc, si on réfléchit à comment on peut apporter aux enfants un régime alimentaire qui soit sûr et qui soit suffisamment diversifié, eh bien, on doit prendre en compte toutes les actions, l'ensemble des acteurs du système, afin que ce ballon sur lequel on appuie d'un côté ou de l'autre n'éclate pas. Alors, pour ceux d'entre vous qui connaissent le diagramme sur les systèmes alimentaires du rapport HLPE, vous savez déjà que les systèmes alimentaires subissent l'influence d'un grand nombre de facteurs du développement liés au développement durable, comme l'égalité des genres, le contexte environnemental, la croissance économique, les tendances démographiques, l'immigration, etc. Tout cela fait partie de cette approche systémique et cela aussi nous donne une occasion rêvée de venir jouer sur les objectifs à atteindre dans l'ensemble des ODD. C'est une immense occasion, une occasion qu'il faut saisir parce que les systèmes alimentaires sont également la source, sont également le gagne-pain de milliards de personnes de par le monde. Les systèmes alimentaires emploient 1,5 milliard de personnes de façon directe, dans des emplois directs, et plus de 4,5 milliards de personnes dépendent des systèmes alimentaires pour gagner leur vie, puisqu'ils soit ils produisent ou ils collectent ou ils participent au stockage, au transport, etc. Et ils ont besoin également de ces emplois pour garantir leur propre accès à l'alimentation pour eux et pour leurs familles, y compris pour leurs enfants. Donc, il ne faut pas oublier qu'il faut assurer aussi un niveau de revenus et de salaire décent pour protéger les moyens de subsistance dans l'ensemble de la chaîne de production alimentaire. Et ça fait partie de cette approche systémique qui nous permettra de garantir des régimes alimentaires équilibrés pour tous. Alors, comment est-ce que cela se présente en pratique? En 2018, en Somalie, il y a eu une sécheresse de 2 ans qui a été suivie par des très fortes précipitations qui ont bien sûr causé des inondations, insécurité alimentaire à grande échelle et destruction des moyens d'existence de centaines de milliers de personnes. Et dans ce contexte, on a parlé de du projet de réponse d'urgence à la sécheresse en Somalie pour atténuer le risque de malnutrition. On l'appelle en fait le programme Cash Plus. Cash Plus, c'est l'abréviation qu'on utilise pour ce programme en Somalie, et il visait à résoudre le problème de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition par le biais d'actions complémentaires dans l'ensemble du système alimentaire. Il s'agissait d'une assistance qui était fournie sous forme d'intrants agricoles pour les fermiers et les bergers, ainsi que l'apport de nouvelles techniques de manipulation pour améliorer la sécurité et la sûreté alimentaire et renforcer la chaîne d'approvisionnement pour différents aliments, les produits laitiers, les légumes, etc., avec également des aides financières pour que ces aliments soient abordables pour les familles et améliorer également les pratiques avec la fourniture de produits laitiers emballés de façon hermétique ou dans des sachets ou dans des conteneurs. Et donc, il y a également eu des campagnes de sensibilisation des consommateurs et des efforts et des actions d'éducation à la nutrition au sein des communautés pour responsabiliser les hommes et les femmes. Et donc, tout cela faisait partie d'une grande politique de nutrition. Alors, des choses similaires ont été faites dans le Sud-Soudan où l'insécurité alimentaire et les risques de malnutrition des enfants restent très élevés et où malheureusement ça concerne la majorité du territoire du pays depuis la guerre civile et les conflits armés depuis 2016. Pour répondre à cette crise aiguë, la FAO et ses partenaires ont mis en œuvre un système de bons alimentaires qui se base sur une approche systémique.
Donc, on améliore par des intrants le système alimentaire, les techniques de culture des différentes céréales, la récolte tout au long de l'année, on améliore la transformation après la récolte et on améliore également on fait également des évaluations de marché pour aider les commerçants et on donne aux consommateurs des bons alimentaires pour chaque sorte d'aliment, poissons, produits laitiers, légumes, viande. Et cela cible particulièrement les ménages qui ont des enfants, qui sont plus vulnérables, bien sûr. À court terme, cela donne accès aux produits alimentaires sur le marché, mais à long terme, ça permet de renforcer la durabilité du marché. Nous, à la FAO, nous avons toujours pensé qu'il fallait combattre la malnutrition et la faim en améliorant les conditions de vie de tous, c'est-à-dire d'une façon qui soit pérenne sur le plan économique, social et environnemental. Et il est important que l'on adopte cette approche systémique dans tout ce que nous faisons. C'est la seule façon de lutter efficacement contre la malnutrition et lutter également efficacement contre l'émaciation. Merci beaucoup à tous. Merci infiniment, Nancy. Je crois que Auré est revenu. Il n'avait plus de connexion, mais il est revenu. Je vais donc lui demander de nous présenter sa dernière planche. Merci infiniment, Hélène. Je suis désolée, mon réseau n'est pas très stable. Alors, je vais terminer sur je vais commencer par l'avant-dernière planche, si ça ne vous ennuie pas, puisqu'il m'en restait deux. Ici, il s'agit de parler de la coordination et des mécanismes de mobilisation des ressources, tant au niveau national qu'au niveau régional. Et ce sont des mécanismes dont nous avons besoin pour, à court terme et à long terme, résoudre les problèmes qui se posent avec la malnutrition. Nous avons une agence, nous avons un comité de pilotage et des comités gouvernementaux au niveau national, donc comité national sur la sécurité alimentaire. Et cette institution nous permet de prendre les décisions au bon moment et de prendre des décisions appropriées. Et il faut aussi avoir des mécanismes de réaction en cas de sécheresse qui s'appuient sur le web. Il faut répondre de façon adéquate, mais aussi à long terme pour sauver des vies et pour sauver les moyens de subsistance. Nous sommes aidés ici par l'Union européenne. Nous avons un système dans lequel nous prenons les décisions dans la même journée et les actions sont lancées immédiatement. Et les gouvernements des comtés, c'est-à-dire des régions, qui sont en première ligne, hein, bien sûr, peuvent réagir rapidement également. Il y a actuellement une étude en cours qui compare ces mécanismes de réponse utilisés en 2008 et 2011 et ceux utilisés lors de la sécheresse la plus récente. Nous avons également des plans d'urgence sécheresse locaux au niveau des régions et au niveau national. Ce sont les différentes autorités aux différents niveaux qui les construisent sur la base de divers scénarios en faisant état de leurs forces et leurs faiblesses et de ce qu'elles doivent aller rechercher à l'extérieur, externaliser, parfois bien en amont. Et donc, cela implique une certaine planification. Le rôle du secteur de la santé est très important ici, notamment au niveau local. Ils sont très actifs. Nous
avons un système d'information intégré qui nous permet d'identifier les lieux où il y a des urgences et de réagir rapidement. Et ce système d'information, il est essentiel parce que sans une information fiable et crédible, on ne peut pas réagir en temps voulu. Et on aura aussi du mal à fournir une réponse appropriée. Donc, il faut mettre en place les mécanismes pour gérer les sécheresses, ce que nous avons fait, mais on va étendre cela à toutes les catastrophes naturelles, ce qui signifie qu'on essaie d'améliorer notre résilience à long terme ainsi que nos réponses en cas d'urgence. Et à long terme, nous avons mis de côté des ressources dédiées à la réponse. Nous avons également des stratégies liées aux plans et budgets nationaux et locaux et nous avons 4 comtés qui sont particulièrement touchés par la sécheresse, pour lesquels il y a un mécanisme en place pour venir en aide à la population et c'est un système où l'on peut faire varier les aides financières envoyées selon la situation. Donc, avec un mécanisme d'ajustement indiciel. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur les sites web indiqués à l'écran. Nous produisons des bulletins mensuels sur la production alimentaire. Nous avons également une classification biannuelle. Et tous nos rapports, toutes nos publications sont disponibles en ligne en suivant ces 2 liens. Alors, quelles sont les solutions durables telles que notre expérience nous l'a montré? Il faut renforcer les institutions pertinentes qui doivent avoir un rôle sur les résultats nutritionnels à tout niveau, mettre en place des mécanismes de reddition de comptes et de reporting et de partage d'informations. S'il n'y a pas de tel mécanisme de reddition des comptes, alors il est impossible de coordonner l'action et de la piloter. Il faut établir et institutionnaliser des champions qui vont être responsables pour la mise en œuvre de cette vision. Et cela permet d'avoir les bons interlocuteurs, notamment en situation de crise. Il faut également mettre en place et renforcer les systèmes de gestion et de collecte d'informations et de données. C'est grâce à l'information que l'on peut faire un diagnostic, décider des mesures à prendre et suivre leur mise en œuvre. Et il faut absolument une mobilisation de toutes les ressources en interne et ressources externes. Merci Auré pour la fin de votre présentation. Alors, nous en arrivons à la fin des présentations des intervenants. Avant de continuer, j'aimerais vous dire quelques mots qui résument les messages clés de nos intervenants. Alors, Suzanne, tout d'abord, nous a parlé des systèmes et institutions et leur impact sur la distribution des ressources dans la société et notamment les ressources alimentaires. Les inégalités sont renforcées en situation de crise et Suzanne nous encourage à réfléchir non seulement aux vulnérabilités, mais également au pouvoir qui bénéficie des institutions faibles. L'objectif n'est pas de rendre la situation pire encore en regardant uniquement les personnes malnutries et leur comportement.
reprocher aux maires leurs pratiques ne résoudra pas le problème. Et il faut absolument identifier donc les bons acteurs pour apporter le changement. Ensuite, Lucas nous a parlé de l'importance de la démocratie. C'est la complicité humaine qui est une des causes fondamentales de la malnutrition. Les institutions et les gouvernements ont certes un rôle à jouer, mais il ne faut pas oublier les institutions traditionnelles et informelles dont le rôle est essentiel. Lucas a indiqué l'importance de bien organiser les institutions économiques et politiques en s'assurant qu'elles sont bien conçues et qu'il existe des contre-pouvoirs. Ensuite, Auré nous a parlé des communautés pastorales au Kenya et le lien du statut nutritionnel de ces communautés avec l'état de leurs troupeaux et ce qui est très sensible aux variations climatiques. Il faut renforcer les systèmes et institutions existantes qui ont un rôle à jouer dans la gestion de l'alimentation, telle que l'autorité de gestion des sécheresses. Ensuite, Nancy a mentionné l'importance de l'accès tout au long de l'année et de tous à une alimentation saine avec des mécanismes de protection sociale et des systèmes alimentaires résilients. Alors, je souhaiterais maintenant proposer une discussion. Je vais passer la parole à Greg qui va animer cette session de questions-réponses, lui qui a assuré la collecte des questions pendant toutes ces présentations. Alors, brièvement, avant de passer aux questions-réponses, sachez que vous pouvez trouver cette série de webinaires sur notre site. N'hésitez pas à revoir nos webinaires. Vous y avez accès également à d'autres enregistrements. Permettez-moi maintenant de revenir aux questions-réponses. Alors, une première question pour Suzanne. Pourquoi ne faut-il pas parler du comportement? Est-ce qu'il ne faut pas à la fois regarder les institutions et les politiques, mais aussi le comportement individuel pour lutter contre la malnutrition? Merci pour cette question intéressante. Alors, quand je parlais du problème que représente l'accent mis sur le comportement individuel, c'était plus une mise en garde, le fait qu'il ne faut pas uniquement regarder les comportements individuels. Mais je comprends bien que on a tendance à regarder les pratiques d'hygiène, de la façon dont les familles se nourrissent, parce que en termes de méthode de recherche, c'est ce qu'il y a de plus facile. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder le comportement des individus, et je pense que d'ailleurs, Nancy a très clairement expliqué comment le changement de comportement est lié à des facteurs plus généraux, des facteurs sociaux, l'infrastructure d'approvisionnement, les facteurs économiques et politiques qui façonnent nos comportements également. Donc, il ne s'agit pas du tout d'ignorer ces comportements, mais il s'agit de tourner son regard vers les institutions, les politiques, qui sont sans doute un sujet de recherche plus complexe. Merci, Suzanne. J'ai une question maintenant. Une question que j'essaye de retrouver, une question pour Nancy. Alors, c'est pour Nancy ou Suzanne. En quoi la question de la nutrition est un problème de connaissance ou d'éducation, ou plutôt une question d'accessibilité et d'abordabilité? Merci beaucoup, merci pour cette question. Alors, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est l'un ou l'autre. C'est souvent une combinaison de facteurs qui conduisent à la malnutrition.
Alors, je ne sais pas s'il y a eu des évaluations quantitatives des différents facteurs et leur poids dans la malnutrition. On peut faire des analyses très situées de telle ou telle communauté, mais ce type d'analyse très précise, eh bien, le problème, c'est que ces conclusions ne peuvent pas être généralisées. Elles sont spécifiques à la communauté étudiée. Donc, je ne pourrais pas vous donner une réponse tranchée. C'est rarement uniquement l'un ou uniquement l'autre. C'est bien souvent une combinaison de facteurs. Et quand c'est possible, il est toujours bon de faire une analyse du contexte, même si c'est une analyse rapide, pour avoir une idée de quel sera le levier le plus efficace pour lutter contre la malnutrition dans cette situation spécifique. Merci. Lucas, une question pour Lucas. Vous postulez qu'il est important d'investir dans un système de gouvernement, de gouvernance adéquat pour lutter contre la malnutrition aiguë. Quels sont les domaines d'investissement clés au sein du système de l'État qui ont le plus de chances d'avoir un impact positif sur le statut nutritionnel? Alors, si je me fie à ma propre expérience, notamment au Sud-Soudan, une zone qui connaît une crise prolongée, eh bien, il est important qu'un gouvernement fasse de la sécurité alimentaire une priorité. Et cela peut se faire au moyen d'une stratégie nationale pour la sécurité alimentaire. Cette stratégie de la sécurité alimentaire doit être liée à la vision pour la nation de l'État. Et lorsque le gouvernement s'engage à répondre aux droits de la population à une alimentation adéquate, eh bien, il faut regarder de plus près l'approche qui a été choisie pour s'assurer qu'elle est centrée sur les personnes et alignée sur les objectifs de développement durable. Parfois, les solutions proposées sont un peu hors sol. Et or, il faut absolument avoir des informations concernant la situation spécifique des populations à qui on s'adresse. Et donc, c'est là où les autorités locales ont un rôle à jouer. Il est donc important de regarder les institutions et les systèmes existants. Il ne s'agit pas uniquement de voir les vulnérabilités et les insécurités. Il s'agit également de regarder ce qui existe, ce qui est en place, pour s'assurer que les interventions mises en place ne vont pas détruire ces mêmes institutions. Parce que ce sont ces personnes qui sont le dernier maillon de la chaîne et qui vont être essentielles dans l'arrivée de notre aide ou des interventions sur le terrain. Alors, une question pour Auré. Comment vous arrivez à toucher les populations nomades pour les prévenir précocement d'événements climatiques qui peuvent les toucher, et quels sont les outils que vous utilisez? Est-ce qu'il y aurait des exemples précis dans la Corne de l'Afrique que vous pourriez nous donner? Merci beaucoup pour cette question. Alors, ça n'est pas une question facile parce que, comme vous le savez, les communautés pastorales à travers le monde ont chacune leur mécanisme d'alerte précoce qui leur sont propres. Mais concernant les informations climatiques, nous travaillons sur la préparation à la sécheresse et nous savons d'expérience que
si on se base sur les données historiques, eh bien, on peut voir, on peut évaluer la probabilité de tel ou tel événement dans telle ou telle condition de sécheresse. Donc, par exemple, on peut prévoir que, en raison d'une sécheresse, il va y avoir des déplacements de population qui pourraient entraîner un conflit. Et donc, l'idée, c'est d'en appeler aux communautés locales et aux forces de sécurité pour mettre en place un programme d'urgence pour garantir la sécurité de des populations. Un autre point important, c'est la classification des sécheresses. Alors, dans un de nos États, la sécheresse peut entraîner une destruction, un effondrement du marché. Et donc, dans ce cas-là, l'on encourage les populations à écouler leur stock par des réseaux parallèles pour en tirer le meilleur prix. Ensuite, si l'on dépasse le seuil d'intervention de marché, eh bien, on informe la population des lieux où ils pourront tirer le meilleur prix pour leur bétail. Alors, la question posée est complexe. C'est un des domaines sur lesquels nous travaillons activement actuellement pour voir comment on peut mieux informer les communautés pastorales et les aider à prendre de meilleures décisions. Merci beaucoup. Merci, Auré. Une autre question pour Nancy. Vous avez mentionné que vous utilisez une analyse système. Qu'est-ce que vous utilisez spécifiquement? Est-ce que vous modélisez les éléments du système alimentaire et faites une simulation de l'impact de telle ou telle intervention? Merci pour cette question. C'est une question qui tombe à point nommé parce que ce que l'on a observé, notamment dans les réponses à la crise de la COVID-19, et l'impact sur les systèmes alimentaires et la sécurité alimentaire, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'outils d'analyse du système alimentaire dans son ensemble. Il y a d'un côté des analyses rapides et brèves qui se focalisent uniquement sur l'impact sur le système alimentaire, mais cela peut aussi être des analyses plus complexes et plus étendues. Mais ce que nous faisons actuellement, c'est d'essayer de rassembler ces différentes méthodes d'évaluation afin de développer un outil qui serait plus facile à adopter, un système plus modulaire qui pourrait s'adapter à tous les contextes, à tous les pays. Donc un module nutrition, un module mode de subsistance, etc. Et nous sommes donc actuellement en train d'y consacrer du temps et des efforts parce que créer plus de données et d'informations sur l'impact d'approche centrée sur le système alimentaire, eh bien, cela nous sera utile pour renforcer le besoin d'utiliser ce type d'approche. J'ai vu également dans les questions qu'il y avait une question concernant la mobilisation des ressources pour ces approches systémiques. Alors, ce qui nous semble utile, c'est vraiment de démontrer leur efficacité pour les promouvoir plus avant. Merci beaucoup. Merci, Nancy.
Alors, je vais voir si je peux prendre une autre série de questions ici. Une question pour Suzanne. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur l'évaluation des institutions ou l'analyse politique et économique de la nutrition et de l'alimentation? Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oh. Thank you, Greg. Well, I can try. Je vais essayer. Merci, Greg. Alors, bien sûr, il y a différentes façons de le faire. Je vais vous expliquer ce que je fais moi. Une partie du problème, c'est qu'il y a une grande diversité d'institutions. Donc, c'est même difficile de déterminer ce qui va être le plus important pour un groupe de population ou pour un système de subsistance. Il faut regarder au-delà des communautés et essayer de comprendre comment fonctionnent les institutions et puis aussi la redevabilité, la transparence. On parle de l'économie politique et donc là, on doit s'intéresser vraiment à l'équilibre des pouvoirs au sein des institutions sociales et économiques d'un pays. Alors, il y a une chose que j'ai faite, c'est vraiment d'étudier en profondeur les acteurs et les pratiques et leurs pratiques, et c'est aussi ce que font d'autres chercheurs. Bon, on parle par exemple des marchés, des institutions privées, il faut regarder comment ils fonctionnent et aussi, par exemple, le rôle des relations, de la société de népotisme, ou comment ça concentre les intérêts autour des activités de production ou des activités commerciales ou bien de l'aide alimentaire. Donc, il y avait une question sur le rôle des institutions privées. Dans mes travaux, souvent, ça m'a préoccupée parce que parfois, on va avoir une concentration d'activités dans les mains d'un petit groupe, soit de producteurs ou de négociants. Et bien souvent, l'institution politique, elle fait partie du problème, elle le favorise. Mais il faut voir la chose un peu différemment. Un trader à Mogadischu ou à Khartoum, ça n'a rien à voir avec un trader dans le Darfour, par exemple. Et donc, il ne faut pas oublier cette analyse-là. Plus on descend, plus on va s'intéresser aux institutions locales, la réputation, l'influence, etc. En Somalie, par exemple, j'ai essayé de voir si ces grandes entreprises privées, on pouvait peut-être, dans l'absence d'un gouvernement stable, si elles pouvaient peut-être contribuer à apporter une certaine forme d'aide. Mais bon, ce n'est pas une question facile. Je suis désolée de vous apporter une réponse un peu vague. C'est peut-être pas une réponse très valide. Alors, avant de redonner la parole à Marie, j'aimerais quand même donner la parole à Lucas rapidement. Vous aurez peut-être quelque chose à ajouter, notamment sur les questions politiques qui se posent lorsqu'on veut améliorer la nutrition. Oui, je suis d'accord avec ce que Suzanne vient de dire et je voulais souligner le fait que lorsqu'on parle des institutions, il faut vraiment les prendre dans leur environnement social. C'est une question de relation entre les institutions, entre les acteurs et des institutions aux acteurs. Ces contacts sociaux, c'est la clé de tout. Et
c'est important aussi de prendre en compte la demande des peuples pour une meilleure gouvernance. Et je trouve que c'est très important aussi de travailler au niveau local pour que les mesures ne soient pas trop éloignées et étudier les institutions locales, voir la redevabilité, la transparence et voir comment elles vont pouvoir soutenir les plus vulnérables. Il y a beaucoup de bons exemples. Au Sud-Soudan, par exemple. En fait, les terres appartiennent à des propriétaires, mais en cas de crise, on a le droit d'emmener ces vaches paître sur les terres de quelqu'un d'autre et les tribunaux locaux adhèrent à ce système. Il y a des institutions informelles locales qui sont un ingrédient très important de la gouvernance et donc un levier pour améliorer la gouvernance. Voilà, merci beaucoup, Luca. Je m'adresse maintenant à tout le monde. Il y a beaucoup de questions sur la vulnérabilité, les moyens d'existence, etc. Et aussi quelques questions sur les chocs dont nous allons parler la semaine prochaine. Donc, n'oubliez pas de bien vérifier vos mails pour ne pas rater nos communications. Et je vais maintenant donner la parole à Mary qui va partager avec nous quelques réflexions, ses conclusions. Merci, Greg. Nous avons étudié les systèmes et les institutions aujourd'hui pour essayer de comprendre comment ils peuvent absorber les coûts et nous permettre de mieux lutter contre la malnutrition. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu aujourd'hui? Tout d'abord, les systèmes et les institutions soutiennent les moyens d'existence, renforcent la sécurité alimentaire, les régimes alimentaires équilibrés et assure aussi la stabilité des services sociaux et de santé. Les zones arides africaines sont caractérisées par une certaine imprévisibilité et il y a souvent des chocs qui se répètent et qui mènent à une malnutrition persistante, mais par une action concertée et locale avec les institutions locales, on peut le combattre. Les institutions ont des modes de fonctionnement qui dépendent de la société et qui vont se répercuter sur les régimes alimentaires, l'accès à la nourriture, etc. Et il faut renforcer tous les systèmes qui agissent sur le régime alimentaire final si l'on veut lutter contre la malnutrition. Nous devons adopter une approche systémique pour mieux comprendre comment les différents acteurs interagissent et améliorer son fonctionnement général. Merci infiniment de votre participation. C'est la fin de ce webinaire. Je vous encourage à vous joindre à nous la semaine prochaine. Nous parlerons de la résilience, des chocs, de la vulnérabilité, des moyens d'existence dans les zones arides. Merci infiniment à tous et bonne semaine. Au revoir.